Si demain, une figure d'autorité en blouse blanche t'ordonnait d'infliger une décharge électrique mortelle à un parfait inconnu qui est attaché sur une chaise, Ouais. la vaste majorité d'entre nous, on serait absolument persuadé de refuser catégoriquement. Enfin, je veux dire, on s'imagine tous plus ou moins rebelles, avec une espèce de boussole morale infaillible. C'est clair. On aime bien se voir comme les héros de l'histoire. Exactement. On a cette conviction très ancrée au fond de nous qu'on est les seuls maîtres à bord. On croit profondément au libre arbitre, surtout quand il s'agit de décisions éthiques ou morales. Et pour être tout à fait honnête, j'ai toujours fonctionné avec cette certitude. Hmm. Mais bon, l'exploration d'aujourd'hui, qui est basée sur l'ouvrage Psychologie de la manipulation et de la soumission de Nicolas Guéguen, elle vient percuter cette belle image de plein fouet. Ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est vraiment l'architecture invisible de nos choix. Et c'est une analyse primordiale à mener. Parce qu'on a souvent ce réflexe, tu sais, de considérer la soumission absolue comme une aberration. Ouais, un truc de gens bizarres, quoi. C'est ça. On aime se dire que ceux qui obéissent aveuglément à des ordres immoraux, ce sont des exceptions, des anomalies psychologiques, ou alors des individus profondément déviants. Or, ce que les données compilées dans nos sources démontrent, avec une clarté assez brutale d'ailleurs, c'est que la soumission n'a absolument rien d'exceptionnel. C'est presque la norme, en fait. C'est exactement ça, c'est la norme. Elle est le produit d'un conditionnement social qui est tellement profond qu'il opère complètement sous le radar de notre conscience. L'objectif de notre discussion-là, c'est de mettre en lumière ces mécanismes invisibles qui transforment des individus tout à fait ordinaires en exécutants dociles. Et d'apprendre à les repérer, j'imagine. Voilà, repérer ces leviers d'influence qui quadrillent vraiment notre quotidien. Bon, alors pour plonger dans le vif du sujet, il me semble juste impossible de ne pas commencer par ce qui a été un véritable séisme dans le monde de la psychologie. Je parle bien sûr de l'expérience de Stanley Milgram. Ah oui, l'incontournable. Voilà. On en a tous plus ou moins entendu parler, cette fameuse étude sur l'obéissance au début des années 60. Mais j'aimerais qu'on prenne vraiment le temps de bien poser le décor. Parce que les détails de cette mise en scène, ils sont cruciaux pour comprendre ce qui se joue dans le cerveau humain à ce moment-là précis. Complètement. Alors, le dispositif mis en place en 1963 à l'université de Yale, il est redoutablement ingénieux. L'équipe recrute des volontaires, donc des citoyens ordinaires, en leur faisant croire qu'ils participent juste à une simple étude sur l'apprentissage et la mémoire. D'accord ? À leur arrivée, il y a un tirage au sort, mais qui est truqué. Le volontaire hérite systématiquement du rôle du professeur. Et l'élève, du coup, c'est qui ? L'élève, c'est par complice de l'équipe scientifique. Le professeur est alors installé devant un imposant générateur de choc électrique. Sur le tableau de bord, on trouve une série de manettes, tu vois, qui vont de 15 volts jusqu'à 450 volts. 450 volts. Ouais. Et avec des mentions qui sont de plus en plus alarmantes en dessous des manettes. Ça va de choc léger à attention, choc dangereux, pour finir par de simples XXX rouges. Ah ouais, le truc bien angoissant. Et la consigne, elle est d'une simplicité vraiment glaçante. À chaque erreur que l'élève commet dans un exercice de mémorisation, le professeur doit actionner une manette et lui envoyer une décharge. C'est ça. En augmentant l'intensité à chaque nouvelle erreur, bien sûr. Mais avant de parler des résultats, ce qui me fascine le plus dans cette histoire, c'est le décalage monumental entre ce que les gens prédisaient et la réalité. Comment les experts de l'époque, ils anticipaient le comportement de ces fameux professeurs d'un jour ? C'est très intéressant parce que Milgram avait pris le soin d'interroger un panel de psychiatres très réputés avant de lancer l'étude. Et ils ont dit quoi ? Ces spécialistes de la psyché humaine, ils étaient unanimes. Pour eux, la conscience morale de l'individu moyen allait freiner l'escalade très rapidement. Ils prédisaient que l'immense majorité des sujets refuseraient de continuer au-delà d'un certain seuil de douleur. Ça paraît logique. Oui, et ils estimaient qu'à peine un individu sur 1000, donc environ 0,12% des participants, serait capable d'aller jusqu'à la décharge maximale de 450 volts. 0,12%. Voilà. Dans leur esprit, seuls des psychopathes cliniques appuieraient sur le dernier bouton. Bon, décortiquons tout ça, parce que la chute, elle est vertigineuse. La réalité, c'est que 65% des sujets sont allés jusqu'au bout. 65%. Ouais, c'est énorme. Mais attends, comment c'est neurologiquement ou psychologiquement possible ? L'empathie, elle joue aucun rôle là-dedans. Parce qu'on précise bien que les sujets entendaient l'élève hurler de douleur à travers la cloison. Tout à fait. À 300 volts, le complice frappait même contre le mur en suppliant d'arrêter. Et le plus terrifiant, c'est qu'après 315 volts, il n'y avait plus qu'un silence de mort. Un silence absolu.
Et malgré ça, sous l'injonction hyper calme d'un chercheur en blouse blanche qui disait simplement « l'expérience exige que vous continuiez », la majorité a continué de presser ces fameux boutons. Oui, c'est dur à imaginer de l'extérieur. Moi, ça me fait penser, tu sais, à quand on est confortablement installé devant un film d'horreur. On crie au personnage « ne rentre pas dans cette cave, fuis B2I ». On est persuadé qu'à sa place, on serait hyper courageux, très lucide. Mais une fois qu'on est vraiment plongé sur le plateau de tournage de la vraie vie, l'illusion s'effondre et on se contente de suivre le script qui est imposé par le réalisateur. Ah, mais cette métaphore du plateau de tournage, elle illustre parfaitement le piège de la situation. Le sujet, il est captif d'un rôle. Et ce qui invalide totalement l'hypothèse d'une soudaine cruauté, tu vois, ou d'un sadisme enfoui qui se révélerait d'un coup, c'est la présence d'un groupe de contrôle que Milgram avait mis en place. D'accord, comment ça marchait pour eux? Dans cette variante, les participants avaient la liberté totale de choisir l'intensité du choc pour chaque erreur. Ah, donc s'ils voulaient faire mal, ils pouvaient y aller à fond dès le début. Exactement. Si l'humain prenait vraiment plaisir à infliger la douleur, il aurait saisi cette opportunité. Or, dans ce groupe de contrôle, 80% des individus n'ont jamais dépassé la barre très faible des 120 volts. Waouh, 80%. Ce qui génère ces actes extrêmes, ce n'est donc absolument pas la méchanceté intrinsèque des gens, c'est le poids, la gravitationnelle presque, de l'autorité quand elle est perçue comme légitime. Du coup, ça amène une question fondamentale. Comment est-ce qu'on vit avec ça sur le moment? Quelle est la mécanique interne qui permet de justifier l'injustifiable? Parce que le cerveau humain, il déteste l'incohérence morale. Il faut bien que l'individu trouve une porte de sortie psychologique pour ne pas s'effondrer de culpabilité en appuyant sur ce satané bouton. Absolument. Et cette porte de sortie, Milgram l'a conceptualisée sous le nom d'état agentique. C'est un basculement cognitif très profond. En temps normal, tu vois, nous fonctionnons dans un état autonome, nous nous considérons comme les auteurs de nos actions et nous en assumons la responsabilité morale. Logique. Mais face à une hiérarchie qu'on perçoit comme légitime, notre cerveau opère une bascule. L'individu cesse de se percevoir comme une entité indépendante. Il devient un simple agent exécutif, un outil au service des volontés d'une figure supérieure. Donc en gros, il se déresponsabilise. C'est ça. La responsabilité morale ne s'évapore pas, elle est transférée vers le haut. Le participant se convainc intimement que c'est la faute du chercheur, que c'est le commanditaire qui assume toutes les conséquences. Et ce qui prouve la fragilité de cet état agentique, ce sont justement les petites modifications que les chercheurs ont apportées à la mise en scène ensuite. Si on change légèrement la distance physique, le sortilège se brise, c'est bien ça? Tout à fait. Les variations expérimentales sont hyper éclairantes. Prenons la proximité de la victime, par exemple. Si on demande au sujet de ne plus seulement appuyer sur un bouton à distance, mais de prendre physiquement la main de l'élève pour la plaquer de force sur une plaque chauffante... Ah oui, le contact direct. Voilà. Eh bien là, le taux d'obéissance s'effondre à 30%. Le contact charnel, la vision directe de la souffrance physique, tout ça empêche le transfert de responsabilité. Et j'imagine que ça marche dans l'autre sens, avec l'autorité. Oui, la proximité physique de l'autorité est tout aussi déterminante. Si le scientifique en blouse blanche sort de la pièce et donne ses ordres par téléphone, l'obéissance chute drastiquement à 22,5%. Ah oui, énorme chute. Libérés de la pression du regard direct, de nombreux sujets reprennent leur autonomie. Et le plus drôle, enfin, si on peut dire, c'est que certains allaient même jusqu'à mentir au téléphone en affirmant avoir augmenté les volts alors qu'ils administraient les décharges minimales. Ah, la triche! C'est fou! Et si on introduit une dissonance, par exemple deux scientifiques qui commencent à se disputer devant le sujet sur la nécessité de continuer l'expérience? Il se passe quoi là? L'obéissance tombe instantanément à 0%. La contradiction brise l'illusion d'infaillibilité de l'autorité. Alors, il y a quand même une objection qui vient naturellement à l'esprit quand on entend parler de tout ça. On pourrait facilement se dire que, bon, c'est un produit de son époque, de la culture nord-américaine des années 60, avec un rapport très strict à l'autorité à ce moment-là. Est-ce qu'on a des preuves que ce mécanisme dépasse les frontières culturelles? Oui, la littérature scientifique abonde dans ce sens. On est bien au-delà de l'Amérique des années 60. Les sources mettent notamment en lumière les travaux de Shanab et Yahya en 1977. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont reproduit le paradigme de Milgram en Jordanie, mais avec une dimension supplémentaire assez vertigineuse. Leur étude portait sur des enfants et des adolescents âgés de 6 à 16 ans. Oh là là! Sur des enfants! Oui. Et les résultats ont démontré une soumission à l'autorité tout aussi massive, sinon plus. Cela met en évidence une réalité anthropologique majeure. La propension à l'obéissance n'est pas une spécificité culturelle occidentale ou un truc d'adulte. Ça s'apprend super tôt, en fait. Exactement.
Dès l'école primaire, nos structures sociales et éducatives conditionnent l'individu à identifier et respecter et se soumettre à la figure d'autorité légitime présente dans une pièce. Je vais tout de même jouer l'avocat du diable un instant. Vas-y. Le cadre même de ces expériences, ça reste extrêmement artificiel. On invite quelqu'un dans une grande université hyper prestigieuse, on l'assoit devant un tableau de bord digne d'un vaisseau spatial, avec des câbles, des blouses blanches. Ne peut-on pas considérer que cette situation de laboratoire est tellement surréaliste qu'elle biaise complètement le comportement humain? Enfin, dans la vie de tous les jours, on nous demande jamais de torturer notre collègue avec une machine à électrochoc. C'est une critique très robuste et elle a longtemps plané sur la validité de ses travaux, c'est vrai. C'est précisément ce qui a poussé la génération suivante de chercheurs à fuir le laboratoire pour aller tester ces mécanismes dans des environnements réels, professionnels, sans même prévenir les sujets qu'ils étaient évalués. Ah, là, ça devient intéressant. Et les constats dressés dans la vraie vie sont d'une certaine manière encore plus redoutables. Un cas d'école incontournable, c'est l'étude menée par Hoefling et son équipe dans le milieu hospitalier en 1966. Ah, ça, ce cadre-là est beaucoup plus familier. Qu'ont-ils mis en place exactement? Ils ont créé un scénario clinique d'apparence banale, mais redoutable. Les chercheurs font appeler un service hospitalier par un individu qui se présente comme étant le docteur Hanford, un médecin que les infirmières du service de garde ne connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Ok, donc un inconnu au téléphone. Voilà. Au téléphone, ce prétendu médecin ordonne à l'infirmière de garde d'aller administrer d'urgence 20 mg d'un médicament fictif, l'astrotène, à un patient du service. Le piège était conçu pour enfreindre absolument toutes les règles de sécurité professionnelle. C'est-à-dire? D'abord, on ne prend pas de prescription par téléphone d'un inconnu. Ensuite, le médicament n'était même pas sur la liste des produits autorisés dans ce service. Et surtout, l'étiquette de la boîte, qui était posée dans l'armoire à pharmacie, indiquait en gras que la dose maximale journalière était de 10 mg. Attends, donc l'ordre impliquait d'injecter sciemment le double de la dose maximale autorisée. Le double de la dose létale théorique, oui. Mais c'est fou! N'importe quel esprit logique qui entend ça depuis l'extérieur se dit que l'infirmière va immédiatement raccrocher ou du moins consulter ses pairs, questionner cet ordre, alerter un superviseur. Les protocoles de santé sont justement là pour empêcher ce genre d'aberration. Les protocoles sont là, oui, mais la hiérarchie invisible est beaucoup plus forte. Sur les 22 infirmières évaluées dans ce contexte, devine combien ont obéi. J'ai peur de la réponse. La moitié. 21. 21 sur 22. Ouais. 21 infirmières ont pris le flacon, ont préparé la seringue de 20 mg et se dirigeaient vers la chambre du patient pour l'injecter avant d'être interceptées de justesse par un observateur caché. C'est pas possible. On parle de 95,5% d'obéissance aveugle face à une situation qui mettait directement la vie d'autrui en danger de mort. 95,5%, c'est un taux qui pulvérise même ceux de 1000 grammes. Mais comment on explique que dans un hôpital, où la finalité est quand même de soigner des gens, on atteigne un tel niveau de déconnexion critique? Est-ce que, je sais pas, c'est lié au stress de l'urgence médicale? L'urgence joue un rôle, c'est sûr, mais le facteur déterminant est avant tout structurel. L'hôpital traditionnel, c'est une pyramide extrêmement stricte. Le médecin diagnostique et ordonne, l'infirmière exécute. Ouais, la fameuse chaîne de commandement. Face à cette architecture hiérarchique, la réponse de l'exécutant devient un réflexe. C'est presque mécanique. Les subordonnés cessent d'évaluer la pertinence de l'ordre pour se concentrer uniquement sur sa bonne exécution. L'état agentique prend complètement le dessus sur l'expertise professionnelle. C'est glaçant. Et ce n'est pas exclusif au milieu médical. La soumission est tout aussi violente dans les bureaux administratifs. Ah oui, c'est ce que les sources appellent la violence administrative, je crois. L'idée que l'on puisse blesser sans toucher, juste avec des process. Absolument. Aux Pays-Bas, en 1986, les chercheurs Meeus et Rijmakers ont voulu mesurer l'obéissance dans le monde de l'entreprise moderne. Là, pas de choc électrique, pas d'injection dangereuse. On recrutait des participants pour faire passer des tests de recrutement à de prétendus candidats qui cherchaient désespérément un emploi. Des faux candidats, encore une fois. Toujours des complices, oui. L'autorité présente, donc le chercheur, ordonnait aux participants de lire sur un écran des remarques psychologiquement destructrices, humiliantes et désobligeantes au candidat, soi-disant pour tester sa résistance au stress. L'enfer de l'entretien d'embauche. Le participant voyait le candidat se décomposer en direct, rater ses tests à cause de la pression et perdre ses chances d'obtenir le poste. Une forme de torture purement psychologique finalement. Et j'imagine que les barrières morales sont encore plus faibles face à des mots sur un écran que face à des chocs électriques. Les chiffres vont exactement dans ce sens. 91,7% des individus ont obéi jusqu'au bout. 9 sur 10.
Ils ont continué à détruire l'estime de soi du candidat et à saboter son entretien en sachant pertinemment les dommages psychologiques causés. C'est affolant. Cette violence administrative abstraite, celle des licenciements froids, du harcèlement bureaucratique, de l'exécution aveugle des directives de restructuration, eh bien, elle génère une soumission effarante. Parce qu'il n'y a pas de sang et parce que ça s'intègre parfaitement dans les processus normatifs de l'entreprise moderne, notre cerveau trouve cela beaucoup plus facile à justifier. Tu vois, jusqu'ici, on a parlé de la pression d'une autorité visible, d'un chef, d'un chercheur, d'un médecin. Mais ce qui m'interpelle encore plus en lisant ces notes, c'est que l'autorité n'a même pas besoin d'être réelle ou légitime dans le contexte donné. Ah ça, c'est la magie des symboles. C'est ça, il lui suffit d'afficher les bons symboles. J'ai l'impression, en lisant cela, que notre cerveau social possède des failles de sécurité béantes. C'est un peu comme dans les jeux vidéo. Certains symboles vestimentaires ou certains statuts, ça agissent comme des cheat codes, des codes de triche. On les tape et boum, ça contourne toutes les défenses critiques de l'individu en face. Cette analogie du piratage informatique par un cheat code, elle est particulièrement pertinente. L'être humain est extrêmement vulnérable à l'apparence. Prenons une situation de rue tout à fait ordinaire, étudiée par Bushman en 1984. Raconte. Imagine un individu arrêté près d'un parc-mètre. Un inconnu t'aborde, dans la rue, pointe cet individu du doigt et te donne un ordre absurde. Il dit « Cet homme n'a pas de monnaie, donnez-lui une pièce de 5 cents ». Super bizarre comme demande. Il n'y a aucune raison d'obéir à un inconnu qui te dicte à qui donner ton argent. Exactement. Alors, si le demandeur est habillé de manière négligée, 44% des passants s'exécutent tout de même. C'est déjà pas mal. S'il porte un costume cravate, on monte à 50%. D'accord, l'effet costume. Mais le chercheur a introduit une troisième tenue, un uniforme de pompier. Et c'est là que le cerveau déraille complètement. Parce que, rationnellement, un pompier n'a absolument aucune autorité légale ou morale pour gérer les problèmes de petite monnaie ou de stationnement. Son autorité est circonscrite aux urgences, aux incendies. Le contexte logique s'efface totalement devant la puissance du symbole. Face à l'uniforme de pompier, 82% des passants obéissent et donnent la pièce. 82%? Juste pour un uniforme en contexte? Oui. Et ce qui a le plus frappé les observateurs lors de cette étude, ce n'est pas seulement le taux d'obéissance, c'est la vitesse d'exécution. La soumission était presque un réflexe. Le symbole visuel court-circuite complètement le contexte préfrontal, la zone de notre cerveau qui est responsable de l'analyse critique. Le vêtement devient donc un outil de soumission massive, littéralement. Les notes mentionnent d'autres études fascinantes sur le costume et le luxe, d'ailleurs n'est-ce pas su, comme cette histoire de feu rouge et de klaxon. Oui, plusieurs travaux confirment ce piratage cognitif. L'équipe de Dubé-Gross a démontré que le statut social perçu inhibe notre comportement. Comment ça? Si une vieille voiture bas de gamme s'endort à un feu vert, les conducteurs derrière klaxonnent furieusement et presque immédiatement. Ça sent le vécu pour beaucoup de gens. C'est clair. Mais si c'est une berline de grand luxe qui bloque le passage, les conducteurs font preuve d'une patience extraordinaire. Beaucoup attendent de longues secondes et certains ne klaxonnent même pas du tout. Leur cerveau considère inconsciemment que le propriétaire du véhicule prestigieux mérite une déférence spontanée. C'est dingue! De la même manière, Lefkowitz a observé le comportement des piétons face à quelqu'un qui traverse illégalement au feu rouge. Si le contrevenant est en tenue négligée, à peine 1% des autres piétons le suivent. S'il porte un costume élégant de cadre supérieur, 20% de la foule limite et brave le danger. C'est fou! On délègue notre évaluation du danger physique ou légal à la qualité du tissu porté par un inconnu dans la rue. Mais pourquoi l'évolution nous a-t-elle dotés d'un cerveau aussi facilement manipulable par l'apparence? C'est une question d'économie d'énergie cognitive en fait. Au quotidien, notre cerveau est bombardé d'informations à traiter. Pour éviter la surcharge, l'évolution a favorisé la création de raccourcis mentaux, ce qu'on appelle des heuristiques. Des raccourcis, ok. L'équation heuristique ici, elle est très simple. S'il a une uniforme ou des signes de richesse, c'est qu'il a du statut, donc il sait ce qu'il fait, donc c'est sûr de le suivre. Vu comme ça a du sens. Dans l'écrasante majorité des situations routinières, ce raccourci fonctionne et maintient la cohésion sociale à moindre coût énergétique. Le danger, c'est que ce fonctionnement automatique nous laisse désarmés face à quiconque maîtrise la grammaire de ces fameux symboles. Bon, jusqu'ici, on a parlé de situations où il y a une pression implicite ou explicite. Mais que se passe-t-il quand l'autorité n'a rien à exiger, aucune injonction à donner, et qu'on finit pourtant par se soumettre avec un grand sourire, persuadé d'avoir agi de notre plein gré? La manipulation douce. Ouais, c'est peut-être la partie la plus glaçante de cette analyse.
la soumission librement consentie. On entre là dans le domaine de l'engagement. La technique paradigmatique de cette manipulation douce s'appelle le pied dans la porte. L'étude fondatrice a été réalisée par Friedman et Fraser en 1966. L'objectif n'est plus d'ordonner, mais d'amener l'individu à accepter une contrainte énorme en préparant psychologiquement le terrain. Donc on y va pas à pas. La stratégie consiste à obtenir d'abord un oui à une requête infime, tellement anodine qu'il serait presque impoli à la refuser. L'expérience des pancartes de sécurité routière est un modèle du genre. Imaginons la scène. Quelqu'un sonne à la porte d'une maison de banlieue et demande au propriétaire l'autorisation de planter dans son jardin, bien en évidence, un panneau publicitaire gigantesque de 16 mètres carrés avec le slogan « Conduisez prudemment ». C'est énorme, 16 mètres carrés. Bah oui, évidemment, face à une demande aussi intrusive, la plupart des gens refusent net. Seuls 16,7% acceptent le truc d'emblée. Mais les chercheurs ont testé une variante avec cette fameuse technique du pied dans la porte. Et c'est là que c'est brillant. Dans cette variante, l'approche est scindée en 2 temps. 2 semaines avant de proposer l'énorme panneau, un enquêteur se présente chez d'autres propriétaires et leur fait une requête minuscule. Coller un petit autocollant de quelques centimètres sur le même thème de la sécurité routière, sur une vitre ou sur un pare-choc. L'acte ne coûte rien du tout, ni en temps ni en argent. Presque tout le monde accepte d'ailleurs. Mais 15 jours plus tard, un autre enquêteur vient demander à ces mêmes personnes l'autorisation d'installer le panneau géant de 16 mètres carrés qui va ruiner leur pelouse. Et là, Chez ceux qui avaient accepté le petit autocollant, le taux d'accord explose et passe à 76%. c'est un bon statistique démentiel. Passer de 16% à 76% simplement parce qu'on a posé un sticker 2 semaines plus tôt. C'est la puissance de l'engagement. Et les sources montrent que ça marche aussi pour des intrusions hyper fortes dans la vie privée, comme ces enquêtes téléphoniques où répondre à 8 petites questions en apparence banales fait doubler les chances qu'on accepte ensuite de laisser une équipe de 5 inconnus fouiller ses placards pendant 2 heures. Exactement. Le taux d'acceptation passe de 22,2% à 52,8% juste grâce à ces 8 questions. Mais comment un acte aussi insignifiant qu'un autocollant ou un mini-sondage peut-il reconfigurer à ce point notre capacité à dire non ? Le moteur invisible derrière ce phénomène, c'est la dissonance cognitive et notre besoin vital de cohérence interne. Quand l'individu accepte la première petite requête, un glissement identitaire s'opère. Il ne s'en rend pas compte sur le moment, mais il modifie la perception de lui-même. Il se crée un nouveau personnage. Il intériorise une nouvelle facette de sa personnalité. Il se dit « Je suis un citoyen engagé pour la sécurité routière » ou « Je suis quelqu'un de coopératif avec la recherche ». 2 semaines plus tard, lorsque la demande énorme arrive, refuser signifierait contredire cet acte initial. Ça voudrait dire contredire cette nouvelle identité. Et ça, le cerveau n'aime pas du tout. Ce conflit interne crée une véritable souffrance psychologique, une dissonance. Pour échapper à cet inconfort, l'individu choisit la cohérence et accepte l'inacceptable tout en se persuadant, et c'est le pire, qu'il le fait par pure conviction personnelle. On ne manipule donc pas leur action présente, on manipule l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, et cette image fait le reste du travail. C'est très troublant. Si on prend un peu de hauteur sur l'ensemble de ces mécanismes étudiés aujourd'hui, le constat est vraiment sans appel. La manipulation et la soumission aveugle ne sont pas réservées aux heures sombres de l'histoire, aux dictatures lointaines ou aux dérives sectaires. Non, elles sont partout. Elles sont tissées dans la trame de l'absolue banalité de notre vie quotidienne, que ce soit la rigidité d'une hiérarchie de bureau, l'influence d'un uniforme croisé sur le trottoir ou l'engrenage redoutable d'un simple petit service rendu à sa porte d'entrée. Et prendre conscience de cette architecture invisible, c'est vraiment la première étape vers ce que l'on pourrait appeler une désobéissance rationnelle. Savoir que notre cerveau est programmé, par l'évolution et par notre éducation, pour chercher ces raccourcis cognitifs, c'est s'offrir le luxe de la pause. Le simple fait de suspendre son jugement face à un symbole d'autorité, ça permet de réactiver l'esprit critique. Et justement, cette notion de raccourcis mentaux basés sur des symboles complètement superficiels, ça nous amène à une réflexion finale qui prolonge tout ce qu'on vient d'analyser. On a bien compris que l'être humain peut être piraté par un costume, par une blouse ou un ton de voix très assuré. Mais si un pompier hors contexte fait céder 92% des passants, si le titre de docteur au téléphone paralyse le sens critique des professionnels de santé, comment nos sociétés vont-elles réagir dans un avenir très proche face à des intelligences artificielles qui sont conçues pour optimiser ces mêmes leviers ? C'est une excellente question, et les conséquences potentielles sont aussi fascinantes qu'inquiétantes.
Imaginons un instant, si un assistant virtuel ou une voix synthétique dopée à l'IA parvient à imiter avec une précision chirurgicale le ton assertif, le phrasé technique et l'assurance inébranlable d'un expert humain. Le cheat code ultime. Voilà. Si cette entité virtuelle possède tous les symboles numériques de l'omniscience et détient les clés de nos biais cognitifs, notre vieux cerveau de primate saura-t-il seulement identifier la manipulation? Rien n'est moins sûr. Sera-t-on capable de désobéir à la machine? Ou deviendrons-nous les acteurs dociles d'un nouveau système où l'autorité suprême est un algorithme invisible? C'est une question assez lourde que l'on laisse en suspens pour la réflexion de ceux qui écoutent. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour une nouvelle exploration des rouages de notre monde.